Bonjour à tous et à toutes. Malheureusement, je ne pouvais pas faire le voyage au Cameroun, donc me voici sur cet enregistrement. Donc ma présentation aujourd'hui s'intitule Salafisme et sécurisation de l'islam au Bénin et au Togo, instrumentalisation diverse d'une menace étrangère. Vous n'êtes probablement pas sans savoir qu'au cours des 5-7 dernières années, la détérioration de la situation sécuritaire au Burkina Faso ont laissé craindre à une extension du djihadisme aux pays côtiers du golfe de Guinée, dont la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin et le Togo. Ces inquiétudes ont notamment été alimentées par l'assassinat d'un guide béninois et l'enlèvement de 2 touristes français dans le nord du Bénin en mai 2019. Depuis décembre 2021, le Bénin a connu 9 attaques attribuées à des groupes djihadistes dans ses zones frontalières. Tout récemment, au Togo, dans la nuit du 10 au 11 mai, un poste militaire dans le nord du pays a subi une attaque djihadiste pour la première fois de son histoire. Dans ce contexte, un nombre croissant de rapports et d'analyses ont souligné la propagation du salafisme comme explication de la radicalisation de l'islam et de la montée du djihadisme dans la région. La propagation du salafisme est souvent présentée comme un enjeu de sécurité et une menace à la cohabitation religieuse. Pourtant, malgré ce nombre croissant de textes publiés sur les deux pays, l'histoire des communautés musulmanes du Togo et du Bénin et leur dynamique interne demeurent largement méconnues comparativement aux autres pays d'Afrique de l'Ouest qui ont été davantage couverts par la littérature. Ma communication d'aujourd'hui n'a pas pour objectif d'offrir une perspective sécuritaire sur le Nord Togo et Bénin. Dans tous les cas, je ne suis pas un spécialiste de la radicalisation du djihadisme et mes recherches se sont centrées sur le sud des deux pays. En fait, je veux plutôt me pencher sur les conséquences de la sécurisation de l'islam et plus particulièrement du salafisme sur les minorités musulmanes de ces deux pays. Par sécurisation, j'entends comment des acteurs politiques et même musulmans ont présenté l'islam radical, et en l'occurrence le salafisme, comme une menace qui met en péril la cohabitation religieuse et la laïcité au Togo et au Bénin. Cette situation justifie ainsi des mesures particulières pour le contrôler et le contenir. Donc, après une brève contextualisation du paysage religieux des deux pays, je vais traiter de la présence du salafisme au Bénin et au Togo, qui, comme on le verra, n'est pas nouvelle. On verra également l'attrait du salafisme chez les jeunes universitaires et l'émergence du post-salafisme. Ensuite, à partir de l'exemple de la crise sociopolitique de 2017-2018 au Togo, nous verrons comment l'État peut invoquer la menace du radicalisme islamique et du salafisme pour justifier la répression envers des populations musulmanes et attirer la sympathie des pays occidentaux pour limiter leur pression pour des réformes démocratiques. Toutefois, nous verrons que cette méfiance envers l'islam n'est pas nouvelle au Togo, alors que la crainte de l'intégrisme islamique dans les années 90 avait conduit le pouvoir en place à surveiller étroitement les jeunes musulmans sur le campus de Lomé. Enfin, dans la dernière partie, je montre comment des élites musulmanes à la tête des organisations fêtières des deux pays cherchent à utiliser la popularité des prêcheurs salafis qui sont soit formés dans les pays arabes ou venant des pays voisins, auprès des jeunes, comme épouvantail pour discréditer la nouvelle génération qui critique de plus en plus ouvertement le leadership exercé par leurs aînés. Très brièvement, concernant ma méthodologie, j'ai effectué 3 séjours de recherche dans le sud du Bénin et du Togo en 2019, 2021 et 2022 pour un total de plus de 6 mois. Donc, j'ai mené des entretiens auprès d'imams et de prêcheurs, ainsi que de dirigeants et de militants de la plupart des principales associations islamiques des deux pays. J'ai aussi dépouillé les articles de journaux de la presse généraliste béninoise et togolaise, ainsi que la presse islamique des deux pays. Les deux pays sont caractérisés par le pluralisme religieux avec des chiffres qui sont assez similaires. Dans les deux cas, le christianisme est la première religion. Il y a aussi une proportion importante de la population qui s'identifie aux religions traditionnelles. C'est tout particulièrement le cas au Bénin avec le Bouddha. Et dans les deux pays, les musulmans constituent une importante minorité. Donc, dans les deux pays, on peut dire que l'islam a connu une importante progression au XXe siècle, notamment dans le sud qui est moins anciennement islamisé. Et
Dernière observation, le Bénin est davantage islamisé, avec environ 29% de musulmans contre de 15 à 20% au Togo. Le Bénin et le Togo ont également eu des trajectoires assez similaires en ce qui a trait au rapport entre religion et politique. Dans les deux pays, l'Église catholique a une influence qui est ancienne. Donc, depuis l'indépendance des deux pays en 1960, les responsables de l'Église ont parfois émis des positions assez critiques envers les différents régimes en place. Dans les deux pays également, à partir des années 90, les dénominations évangéliques et pentecôtistes se sont multipliées très rapidement dans les deux pays. Surtout dans les zones urbaines et auprès des classes moyennes, notamment sous l'influence d'églises et de pasteurs d'origine ghanéenne ou nigériane. Et puis au Bénin, les présidences de Kérékou II et celle de Thomas Boni Yayi ont confirmé cette montée des mouvements évangéliques et néo-pentecôtistes dans la sphère étatique. Quant aux musulmans, ils ont historiquement joué un rôle assez négligeable dans la politique nationale, bien que des musulmans aient parfois occupé des postes de ministres sous les différents régimes depuis l'indépendance. Cependant, l'islam et les musulmans ont occupé une place plus importante dans l'actualité nationale des dernières années. Donc, au Togo, par exemple, les leaders musulmans ont joué un rôle important dans le mouvement d'opposition à l'origine des importantes manifestations antigouvernementales qui ont éclaté en 2017-2018. Je vais y revenir dans quelques minutes. Au Bénin, en 2017, face à la colère et l'importante mobilisation de la communauté musulmane, l'État a dû revenir sur sa décision d'interdire l'occupation de la voie publique pour les manifestations religieuses. Plus récemment, en 2019, l'imam d'une des deux principales mosquées de Cotonou a été élu à l'Assemblée nationale. Comme je l'ai évoqué précédemment, plusieurs médias et analystes donnent souvent l'impression trompeuse que la propagation du salafisme est un phénomène récent dans la région côtière, notamment favorisé par les ONG islamiques et saoudiennes. Bien que le champ islamique au Bénin et au Togo demeure largement dominé par la Tijaniya et dans une moindre mesure la Qadiriya, le salafisme ou le wahhabisme, quel que soit le nom qu'on lui donne, est présent au Bénin et au Togo depuis des décennies. Donc, le rejet des pratiques soufis, telles que la célébration d'anniversaire du prophète ou encore la vénération des saints, n'est pas nouveau. Donc, par exemple, au début des années 70, les responsables de l'Union musulmane du Togo avaient activement combattu l'implantation de la Tijaniya Niassène à Sokodé et avaient même appelé le président Eyadema à lutter contre cette secte selon leurs termes de l'époque. Dans les deux pays, à l'instar d'autres pays de la sous-région, le retour d'étudiants formés dans des universités arabes, surtout à partir des années 80, ont favorisé l'essor d'autres tendances réformistes de l'islam, dont le salafisme. Puis cette élite a souvent été impliquée dans des conflits de succession au poste d'imam, et les mosquées ont été parfois fermées même par les autorités en raison des disputes. On peut aussi noter qu'à partir du tournant des années 90, un nombre croissant d'ONG islamiques ont commencé à opérer plus activement au Togo et au Bénin avec la libéralisation politique et sociale. C'est notamment le cas de la WAMI, la World Assembly of Muslim Youth, et Al-Muntada, souvent associé au salafisme ou au wahhabisme. Et enfin, on peut aussi noter la popularité des prêcheurs Haoussa provenant du Niger et du Nigeria. Donc, par exemple, il y a un mouvement Izala très important à Malanville, au nord-est du pays, au nord-est du Bénin, à la frontière avec le Niger et à proximité avec celle du Nigeria. Dans le cadre de mon projet de recherche actuel sur l'histoire des associations confessionnelles étudiantes dans les universités publiques du Bénin et du Togo, j'ai notamment pu observer l'attrait que constitue le salafisme auprès des étudiants universitaires. En fait, la recherche d'un savoir religieux directement à partir des textes, sans intermédiaire, et le fait de remplacer les coutumes islamiques et autres superstitions avec des comportements religieux plus authentiques et plus rationnels peuvent rejoindre effectivement ces étudiants. Puis le rationalisme salafi, son discours émancipateur, peuvent être en effet attrayants pour des jeunes universitaires voulant rompre avec les structures sociales et religieuses traditionnelles. Comme Thurston l'a observé pour le Mali et ailleurs au Sahel, j'aime beaucoup son idée de post-salafisme et de salafisation douce, qui s'applique également au Bénin et au Togo. En fait, depuis une ou deux générations,
Les identités salafis et wahhabis sont devenues moins marquées et distinctes. Donc les contours du salafisme sont de plus en plus ambigus, fluides et diffus. Également, certaines grandes figures et leaders salafis sont devenus plus pragmatiques et enclins à faire des compromis avec les soufis. En fait, les leaders musulmans de différentes tendances ont intérêt à s'allier s'ils veulent que les musulmans puissent s'affirmer comme une minorité religieuse influente, pouvant faire valoir leurs revendications sur la scène nationale. Mais cela ne signifie cependant pas que l'influence salafie a diminué au Togo et au Bénin. En fait, davantage de personnes sont aujourd'hui influencées par le salafisme, mais à un degré qui est peut-être moindre qu'autrefois. Donc, c'est ce que Thurston appelle la salafisation douce. Donc, de nombreux musulmans ne se considèrent pas nécessairement comme des salafis, mais ils adaptent des éléments de leur pratique religieuse qui peuvent s'apparenter au courant salafi. Je voudrais maintenant aborder la question de la sécurisation de l'islam et du salafisme par l'État qui est particulièrement évidente au Togo. Donc je disais qu'en introduction, ceci n'était pas un phénomène nouveau. En fait, au campus à Lomé dans les années 90, une association étudiante dénommée Jeunesse estudiantine islamique de l'Université du Bénin, c'était l'ancien nom de l'Université de Lomé, suscitait un engouement sans précédent. Et puis, très méfiantes, les autorités politiques et universitaires avaient nommé un parrain pour les étudiants, Inoussa Bouraima, professeur et ministre de la Défense de l'époque. En fait, au dire d'un responsable étudiant de l'époque, loin d'être symbolique, ce parrainage avait force de présidence sur l'association en raison de la méfiance que suscitait l'intégrisme islamique, surtout avec les actions du Front islamique du Salut en Algérie, qui étaient passablement couvertes dans les médias de l'époque. Et suivant le 11 septembre 2001, les autorités togolaises s'étaient aussi méfiées davantage des structures à caractère islamique et la mosquée qui se trouve sur le campus de l'université avait même été fermée. L'association étudiante avait alors fait l'objet d'enquêtes. La mosquée fut éventuellement réouverte, mais une nouvelle crise de confiance émergea avec les actions de Boko Haram dans la sous-région. J'ai mentionné tout à l'heure que les musulmans au Togo avaient joué un rôle important lors des imposantes manifestations contre le régime en place en 2017-2018. J'ai traité de cet épisode dans un article paru l'année dernière dans le journal Journal of Modern African Studies. Donc en résumé, Tibki Achadam, la figure montante de l'opposition qui souhaitait notamment la réintroduction de la limitation du nombre de mandats présidentiels afin que le président Faure Gnassingbé ne puisse se représenter aux élections de 2020, avait réussi à se construire une forte base populaire au centre et au nord du pays et était très populaire parmi les musulmans du Togo. Donc le pouvoir fut vraiment pris de court par l'ampleur des rassemblements populaires à Lomé et à l'intérieur du pays. Donc peinant à casser la mobilisation, le pouvoir s'est mis rapidement à présenter le PNP, le parti d'Achadam, comme un mouvement ethnico-religieux d'inspiration salafi et islamiste, voire même djihadistes, financés par des réseaux opaques du Golfe. Donc, 2 imams présentés comme salafis avaient même été arrêtés pour incitation présumée à la violence en octobre 2017, avant d'être finalement relâchés. Donc, en fait, par ces accusations, le régime chercha non seulement à dissuader les Togolais de se rallier au mouvement populaire pour l'alternance, mais aussi et surtout, sous prétexte de la lutte contre le terrorisme, de justifier l'adoption de mesures de répression accrues. Et par le fait même, le pouvoir a cherché à s'attirer la sympathie et la clémence des pays occidentaux, et notamment de la France, pour limiter leur pression pour des réformes démocratiques. L'entrevue que le président togolais accorda à Jeune Afrique en décembre 2017 fut particulièrement éloquente de cette stratégie. Je n'ai malheureusement pas le temps de revenir sur ces propos. Mais ce que je peux dire en conclusion de cette histoire, de cet épisode, c'est que s'il est difficile d'évaluer le succès réel de cette stratégie d'extraversion mise en place par le régime Gnassingbé, il n'en demeure pas moins que le président actuel est toujours bien en selle. Il s'est facilement fait réélire en 2020 et l'opposition est actuellement en déroute. Et le régime a essuyé des critiques somme toute très modestes de la part des pays occidentaux. La menace que constitue le salafisme n'est pas seulement employée par l'État, mais aussi par des leaders musulmans eux-mêmes.
C'est notamment le cas de certains dirigeants des organisations fêtières islamiques des deux pays, qui font part de leur inquiétude face à la popularité du salafisme auprès des jeunes. En fait, l'Union musulmane du Togo et l'Union islamique du Bénin ont été historiquement très près de l'État, donc elles ont pratiquement toujours affiché un soutien indéfectible au pouvoir en place. Et les postes de direction de ces deux organisations ont généralement été monopolisés par certains individus très âgés. Donc, ce qui a pour résultat que ces deux organisations ne bénéficient pas d'une grande légitimité auprès de la plupart des musulmans. Un nombre croissant de musulmans, dont des jeunes, jugent que l'Union musulmane ou l'Union islamique ne représentent pas adéquatement la communauté et dénoncent son soutien plus ou moins tacite envers le régime en place. Le cas de l'Union islamique du Bénin est très éloquent à cet égard. En mars 2019, alors que j'étais à Cotonou, il y a un schisme qui s'est produit à l'Union islamique. En l'espace de 2 jours, 2 congrès concurrents furent organisés, l'un à Cotonou, l'autre à Porto Novo, par des groupes se revendiquant la direction de l'UIB. Le bicéphalisme à l'UIB ne dura cependant pas longtemps. Le président béninois lui-même organisa une séance de réconciliation hautement médiatisée avec les protagonistes de la crise. Sans entrer dans les détails de cet épisode, ce qui est intéressant, c'est le discours tenu par plusieurs responsables de longue date de l'UIB. En effet, certains ont souligné non seulement que les jeunes formés dans les pays arabes n'avaient pas la connaissance du contexte béninois, une société laïque et multiconfessionnelle dans laquelle les musulmans sont minoritaires, mais ils seraient aussi plus prompts à la manipulation des prêcheurs salafis, radicaux et sectaires provenant du Nigeria et du Niger, qui représentent une menace pour la cohabitation religieuse du pays. Donc, ce fut en ce sens qu'un responsable de l'UIB m'avait fait part de son inquiétude face à la popularité du salafisme auprès des jeunes qui souhaitent moderniser l'UIB. Donc, je le cite, « C'est qu'il y a des gens qui sont dans les coins, cachés, qui manipulent ces jeunes-là pour pouvoir arracher l'UIB dans la main des anciens, qui essaient de maintenir l'équilibre entre les différentes tendances de l'islam. Alors que ces salafistes, s'ils prennent l'UIB, ils vont imposer des choses qui seront difficiles à gérer. C'est des gens qui sont trop violents, les jeunes sont manipulés. » De manière assez similaire au Togo en 2016, les responsables de l'Union musulmane du Togo, inquiètes de la progression du salafisme auprès des jeunes, avaient lancé une campagne nationale de lutte contre le terrorisme et la radicalisation. Le titre éloquent utilisé par le portail d'information de la République du Togo pour un article sur cette initiative, « Ni wahhabite ni salafiste, mais togolais », contribuait à renforcer cette dichotomie entre un islam togolais soi-disant pacifique et le salafisme radical, étranger et même violent. Un article dans Togo Presse soulignait notamment qu'une forme d'islam voit ainsi le jour avec des codes vestimentaires et de nouveaux interdits. Elle séduit les jeunes, mais inquiète l'UMT, adepte d'un islam de tolérance. Donc, la campagne d'information qu'elle va lancer a pour but de recadrer certains musulmans tentés par le wahhabisme ou le salafisme. Donc, je vais donc m'arrêter ici puisque cela fait déjà un peu plus de 15 minutes. Donc, ce fut un survol très rapide, mais je pourrai avec plaisir revenir sur certains aspects lors de la période de questions. Merci.